Eh bien, je vous souhaite la bienvenue. Bonjour à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour ce troisième webinaire événement organisé par System Talk avec le Comité national olympique et sportif du Rwanda, en collaboration avec le ministère des Sports du Rwanda et le Club Sport et Démocratie. Une fois de plus, c'est un plateau exceptionnel que nous avons réuni pour évoquer un sujet crucial et vital, le sujet du sport amateur, du sport loisir. Nous serons une fois de plus aux quatre coins de l'Afrique et je vous présenterai dans quelques instants les conférenciers prestigieux, oui je dis bien prestigieux, qui nous ont fait l'honneur de nous rejoindre pour réfléchir à la question du sport pour tous et de la crise sanitaire. Vous pourrez d'ailleurs leur poser quelques questions en appuyant sur l'onglet qui est en bas, QR, questions-réponses. Vous avez également à votre disposition l'onglet conservé pour leur poser des questions que je relayerai et ils pourront ainsi vous répondre. Valence Muyamba-Gisha, qui est le président du comité olympique et sportif rwandais, qui est co-organisateur de cet événement, comme d'habitude, va nous faire le plaisir de nous donner un mot d'accueil, mon cher Valence. C'est à vous, c'est vous qui donnez le top départ de ce webinaire événement. Encore une fois, merci Sylvain. Je salue et remercie tous les participants à ce webinaire. Au fait, comme vous l'avez dit, nous sommes à notre troisième webinaire en français, mais au fait, c'est le quatrième, parce que nous organisons des webinaires aussi bien en français, en anglais qu'en langue nationale. C'est une série de webinaires qui se poursuit. Nous avons organisé ces webinaires pour essayer de réfléchir, essayer d'analyser l'impact du COVID-19 sur le sport en Afrique pour que nous puissions, au niveau national, bien comprendre les enjeux de ce COVID et éventuellement nous préparer en conséquence pour faire face, à y faire face. Nous avons déjà discuté de cet impact au niveau auprès des joueurs, auprès des entraîneurs, auprès des dirigeants du sport et avons même eu des débats intéressants sur le thème comment repenser le sport après Covid. Donc, et aujourd'hui, nous parlons de sport loisir ou sport de base ou sport pour tous, comme vous voulez, parce que nous considérons que c'est en fait le recrutement du sport de compétition amateur, professionnel, etc. Et alors, est-ce que ce sport a-t-il été impacté par le COVID-19? Est-ce que ce sport est en danger? Que pouvons-nous faire en tant que dirigeants ou en tant qu'amateurs de sport pour éviter des conséquences éventuelles sur ce sport qui est très utile au niveau national, au niveau international, pour notre santé à tous, pour l'éducation de nos jeunes talents et pourquoi pas, et aussi au niveau de la cohésion sociale dans nos États. Voilà, je vous remercie. J'espère que nous aurons de débats intéressants sur ce sport pour tous, sport de base, sport loisir. Un grand merci, cher Valence. Valence, vous aviez dit qu'il y a quelques instants qu'il y avait d'autres webinaires qui étaient organisés. Effectivement, là, ce sont les 4 qui sont en français, mais il y a également des webinaires qui sont en anglais. Je vous montre par exemple le webinaire auquel vous pourrez assister demain en anglais et qui est organisé par le comité olympique et sportif rwandais. Et il y a également des webinaires en français. Et alors là, vendredi, tout aussi prestigieux, nous aurons également, je vais vous le montrer immédiatement, un joli panel. Nous allons nous intéresser aux sponsors, aux partenaires et également aux détenteurs de droits. Comment ont-ils traversé cette période assez difficile de la pandémie avec 5 conférenciers prestigieux qui seront avec nous vendredi. Ce sera entre 15h et 16h, heure de Paris. Aujourd'hui, nous avons, alors là, je dois vous dire, des amis, des gens qui m'impressionnent par leur parcours, mais aussi par leur réflexion. En direct d'Abidjan, Aminata Fofana, ancienne volleyeuse et membre de la Confédération africaine de volley, secrétaire générale du Comité olympique de Côte d'Ivoire, et elle dirige une institution qui a de très beaux champions, puisqu'on peut noter les sprinteuses Marie-Josée Talou, Muriel Aouré, ainsi que les taïkonistes Ruth Babi ou Cheikh Salah Cissé, qui a rapporté la première médaille olympique à la Côte d'Ivoire. En direct de Dakar, Aïcha Jasmina Fall, vous êtes nutritionniste, vous avez créé une association pour la pratique du sport par les femmes. Nous parlerons avec vous notamment des tabous, des clichés contre lesquels vous luttez. Linda Marapotana Sangaré, j'espère que je le prononce bien, à Johannesburg, en Afrique du Sud. Vous êtes conseillère du ministre des Sports de la Culture
et vous êtes en contact avec des dossiers importants concernant le sport loisir. Nous allons en parler d'ici quelques instants. Et nous inaugurons un nouveau format dans ces webinaires, un nouveau fonctionnement avec un grand témoin qui va régir à vos propos. Il s'agit de Lilian Thuram, qui est champion du monde de football 98, conférencier, auteur et qui nous donnera son point de vue sur vos propos. Alors, commençons par l'Afrique du Sud. Avec vous, Linda, la situation est très tendue en Afrique du Sud, qui est aujourd'hui l'épicentre de la pandémie du coronavirus en Afrique. L'Afrique du Sud qui compte aujourd'hui 25% de l'ensemble des cas officiellement recensés sur le continent. Alors, quelle est la situation du sport amateur dans ces conditions difficiles? Sylvain, merci. Merci de m'accueillir. Bonjour à tous. Donc, la situation du sport aujourd'hui dans ce contexte de COVID-19, tu dis est tendue. Ben, nous ne sommes pas si tendus que ça. L'Afrique du Sud est une grande nation de sport et de sportifs, aussi au niveau de pratique de sport comme loisir. Et nous continuons à le faire de plusieurs manières. Nous nous adaptons à la situation. Il faut savoir que quand nous sommes entrés au 5e degré de confinement en Afrique du Sud au mois de mars, c'était très difficile. Le sport pratiqué à l'extérieur de sa maison était complètement interdit. Et c'était l'une des plus grandes frustrations des Sud-Africains, partout, de tous les niveaux sociaux, etc. On était quasiment outrés qu'on ne nous permette pas de sortir même une petite heure, 30 minutes, pour marcher, pour faire du vélo, voilà. Donc, je pense que parmi les 3 plus grandes frustrations, c'était l'interdiction de vente de l'alcool, l'interdiction de vente de la cigarette et l'interdiction de sortir pratiquer du sport. Parmi ces 3, selon les personnes, chacun choisissait ses priorités. Mais ce n'était pas facile. Et lorsque nous sommes allés au 3e degré de confinement, l'État nous a fait ce cadeau de nous permettre de faire du sport pendant 3 heures dans la journée, donc entre 6 heures du matin et 9 heures. Ce qui était un grand soulagement. Comme on est une nation qui pratique beaucoup le sport, nous savons à quel point ça a des effets bienfaisants, excusez-moi pour mon français, je suis anglophone d'origine. Donc, c'est ça qui manquait aux gens. Parce que lorsqu'un Sud-Africain pratique le sport, ce n'est pas pour faire 15 minutes, 30 minutes par jour. C'est 2 heures par jour. C'est à essayer de se tuer à la tâche. Donc, même les gens qui pratiquent le sport de loisir le pratiquent plutôt à un niveau assez élevé. Ils cherchent toujours à se dépasser. Donc, on est vite frustré quand on ne peut pas le faire. C'est un pays où on peut pratiquer le sport en club, en salle de sport, les lycées, les écoles, les universités. Donc, ça fait vraiment partie de notre vie de tous les jours. Et même dans les écoles, on n'encourage pas le sport passif. On encourage plutôt un sport où il y a de la compétition et le dépassement de soi. Donc, c'est dans ce contexte culturel, de culture de sport que nous vivons. Actuellement, nous avons eu l'autorisation de pratiquer des sports de loisirs individuels toute la journée jusqu'à 18 heures. Donc, ça va beaucoup mieux. Et dans ce contexte difficile, Linda, est-ce que la situation était la même dans les quartiers nantis ou dans les quartiers un peu plus difficiles, dans les townships? Parce que vous dites qu'il y avait 3 heures qui étaient autorisées pour la pratique du sport entre 6 heures et 9 heures du matin, mais est-ce que c'est une situation qui était identique pour tous les Sud-Africains? Alors, la frustration était identique pour tous les Sud-Africains. Parce que quand je dis que les Sud-Africains sont une grande nation de sportifs, c'est à tous les niveaux sociaux. La différence, et là j'insiste, l'Afrique du Sud est une économie, un pays à 2 vitesses. On sait qu'il y a les nantis et ceux qui sont pauvres en Afrique du Sud. La différence se joue au niveau des infrastructures de sport, de loisirs. Ça se joue au niveau des cadres où on pratique le sport.
Donc, dans les quartiers privilégiés, il y a des terrains de basket, de foot, de tennis, etc., soit dans les clubs privés, soit à la municipalité. Et à Soweto, par exemple, les enfants vont sortir dans la rue, se fabriquer un ballon de foot eux-mêmes avec des sacs en plastique et du caoutchouc, et ils vont jouer ce foot dans la rue, dans les espaces, dans la poussière, sans chaussures peut-être, etc. Néanmoins, cette pratique de sport, elle existe et tous les jours. Et d'ailleurs, comme vous le savez, c'est le sport le plus populaire en Afrique du Sud, le foot. Au Soweto, nous avons des clubs de mamies de plus de 70 ans qui pratiquent le foot à l'extérieur dans leur quartier 2-3 fois par semaine. J'en ai rencontré une qui a 80 Attendez, Linda, ans. vous avez dit 70 ans, c'est ça? Oui, au-dessus de 70 ans. Donc, les grands-mères du quartier, elles se rassemblent et puis elles font un peu de foot. J'ai eu l'occasion d'aller leur rendre visite et à l'occasion, parce qu'elles aussi, elles fabriquaient leur propre ballon, on leur a demandé, on leur a apporté des t-shirts, etc., de quoi elles avaient besoin et on pensait qu'elles allaient dire un beau terrain de foot. Elles ont demandé un vrai ballon de foot. Donc, vous me dites, Linda, qu'en fait, l'Afrique du Sud n'a pas connu de véritable stop avec cette pandémie, le confinement et la problématique du Covid-19. Si, on a connu un véritable stop au début, puisqu'il n'y avait que les 3 heures. Donc, vous prenez par exemple les femmes qui s'occupent des enfants, qui pratiquent du sport. On ne peut pas laisser un enfant en bas âge à la maison pour aller faire du sport à 6 heures du matin. Donc, c'est impossible. Quelqu'un qui est un peu plus âgé, pareil, il ne va pas faire du sport à 6 heures du matin. Maintenant, c'est plus facile et tout le monde se remet à faire du sport. Le problème dans les quartiers pauvres, c'est que les sports individuels sont moins pratiqués, car c'est des sports souvent plus chers, que les sports en équipe. Et donc, ils ne peuvent pas jouer au foot, ils ne peuvent pas jouer aux jeux qu'ils aiment, aux jeux pour lesquels ils ont les moyens dans ces quartiers. Et c'est là où la difficulté vient. Linda, tout à l'heure, nous parlerons notamment du handisport avec vous en Afrique du Sud. Mais d'abord, je voudrais avoir, puisque nous inaugurons ce nouveau fonctionnement, l'avis du grand témoin. C'est Lilian Thuram qui est le grand témoin. Vous avez entendu Linda Mahapotana Sangaret, qui est la conseillère du ministère des Sports et de la Culture en Afrique du Sud. Nous dresser d'abord un tableau de la situation à l'heure actuelle en Afrique du Sud, à l'heure où la pandémie est en train de frapper, hein, puisque c'est l'épicentre du continent africain. Que ressentez-vous à l'écoute des propos de Linda, Lilian? Écoutez, tout d'abord, je pense que peu importe le pays, en fait, c'est-à-dire que le sport, en règle générale, c'est la liberté, c'est aussi des émotions, c'est le bien-être émotionnel. Et ce qui est très intéressant avec ce virus, ça met en lumière toutes les injustices qu'il y a dans les sociétés. C'est-à-dire que tout d'abord, il y a le rapport homme-femme, comme vous dites, effectivement, de 6 heures à 3 heures du matin, s'il y a quelqu'un qui va aller faire du sport dans la maison, ça va être l'homme. Et ça, je pense que c'est très intéressant de s'attarder sur ça. C'est-à-dire vraiment qu'on voit que peu importe la situation qui existe dans un pays, eh ben, il faut travailler pour changer cet imaginaire. Après, ce qui est aussi très intéressant, c'est ce que vous avez pu dire sur l'accès au sport individuel. C'est-à-dire qu'en règle générale, les pauvres vont aller vers le sport collectif. Parce qu'effectivement, je pense que ce soit en France, hein, d'ailleurs, hein, dans n'importe quel pays, lorsque vous n'avez pas beaucoup de moyens financiers, eh bien, il y a plus de chances que vous jouez au foot, et même si c'est avec un ballon en plastique, même si c'est avec un ballon qui a été construit. Et c'est des moments de partage aussi. Et donc, effectivement, dans ces moments où est-ce qu'il y a le virus, eh ben, il y a beaucoup plus de frustration et de difficultés pour les personnes déjà démunies. Et ce qui est aussi très intéressant, c'est que je pense que dans ce Covid, effectivement, les personnes les plus aisées vont avoir plus de facilité
à vivre ces moments-là. Merci, merci Lilian. Là, vous avez mis le coup de projecteur sur quelque chose qui est très cher à notre conférencière de Dakar, Aïcha Jasmine Afal, qui est nutritionniste. Branchez votre micro. Aïcha, un grand merci d'être avec nous en direct de Dakar. Vous faites un travail énormissime pour que les femmes puissent pratiquer le sport, et notamment la course à pied, comme il se doit, comme il le faut. Linda et Lilian ont parlé de cette problématique des femmes qui ne peuvent pas accéder avec beaucoup de simplicité au sport. De quelle manière vous luttez contre les idées reçues et quel travail faites-vous à Dakar, Aïcha? Alors bonjour et merci de l'occasion qui nous est donnée aujourd'hui de parler un petit peu du concept Linger. Et donc comment nous faisons, c'est de montrer par l'absurde que c'est faisable. Une activité physique régulière pour tous, c'est une priorité, c'est une question sanitaire. Et donc on montre par juste démontrer que des mamans, nous sommes des femmes, des mamans, on peut avoir une activité physique sans que ça ne pèse trop sur notre quotidien. Et justement, il faut que chacune prenne conscience que prendre soin de soi fait partie, ça fait partie de tout un ensemble. Permettez-moi de vous couper. Juste, on va fixer le cadre. Linger, qu'est-ce que ça veut dire en Wolof? Quel est le nom de cette association? Oui, Linger, ça signifie, c'est la femme du roi, c'est la reine en fait, la mère de l'héritier. Et en fait, on se rend compte qu'on est toutes des lingers en quelque sorte parce qu'on a toutes des fonctions sociales qui font qu'on a des charges qui nous pèsent et donc on doit faire attention à toute une sorte de regard, surtout dans le sport en fait, parce que pourquoi on a décidé de s'appeler des lingers? La première fois qu'on a décidé de courir, on s'est dit on va préparer un marathon. Nous étions 3 mamans dans un cadre social qui n'est pas toujours le plus facile. Et donc, on s'est dit, on va aller courir. C'était le marathon de Dakar il y a 2-3 ans, je pense. Et donc, on s'est dit, un jour, on a dit, ah, pourquoi pas nous? Déjà qu'on faisait beaucoup de sport, on se réunissait entre groupes le dimanche pour avoir une activité juste pour sortir de son quotidien. Et donc, on a essayé. Ce jour-là, on est parti courir avec un médecin qui faisait aussi partie de l'association. Et donc, le médecin s'est mis en retraite, nous a regardé courir. Et en observant tout ce qui se passait autour de nous, on s'est rendu compte que c'est mais très, très difficile d'être une femme et d'avoir une activité physique régulière, ne serait-ce que sur le poids, regard de la société. Et donc là, on s'est dit, mais non, on va lancer cet aspect, autant pour la santé qui nous tient tous à cœur, parce que je suis nutritionniste, les 2 autres dames étaient médecins. On s'est dit qu'on va juste promouvoir cette activité et donner un petit cadre un peu plus réconfortant entre femmes pour les aider toutes un petit peu partout à prendre soin d'elles. On a commencé par un petit quartier et là, ça commence à s'expandre un petit peu partout. Mais c'était vraiment ça le but, essayer de sortir un peu de ce carcan qui est la femme dans notre société sénégalaise avec tout le poids social, tout le poids regard, pour pousser vers une activité physique régulière pour toutes. C'est là où j'ai du mal à, non pas adhérer, parce que ce que vous me dites, je le crois, mais moi, quand je me rends à Dakar, je vois notamment sur la corniche des tas de gens qui font du sport. Et il y a beaucoup de femmes dans ce que je vois. Alors moi, je suis juste dans ce petit carré qui est la corniche quand je me promène ou quand je suis en voiture. Comment se fait-il qu'il y ait justement des blocages, qu'il y ait des hommes qui n'adhèrent pas au fait que les femmes puissent faire du sport? Et quel est le combat que vous devez mener de manière soft pour les permettre d'adhérer à vos principes et à ce concept? En fait, le combat, c'est principalement dans l'éducation. Toutes ces femmes qu'on voit courir sont pour la plupart des jeunes dames. Elles ne sont pas encore mariées, n'ont pas encore d'enfants. Donc, la charge sociale n'est pas encore posée sur elles. Maintenant, la différence que nous, on essaie de mettre en place, de mettre en avant, c'est que nous sommes toutes des mamans, nous sommes toutes des femmes actives dans la société et dans nos foyers. On veut pousser cette partie de la société qui est plus touchée par tout ce qui est maladies non transmissibles, tout ce qui est diabète, hypertension. C'est beaucoup des femmes d'un certain âge avec des surcharges pondérales. Donc, nous, on veut vraiment que cette partie de la population qui est vraiment très sédentaire et la crise Covid n'a pas aidé, c'est vraiment aider cette tranche de la population à accéder à une activité physique régulière. Tout à l'heure, quand on parlait de nombre de kilomètres, on a des groupes très assidus qui vont beaucoup plus que d'autres. Et donc, on va, selon le groupe qu'on a par jour, par exemple, là, on a repris réellement avec un groupe à l'extérieur il y a seulement 1 mois. Et donc, selon les personnes qui nous rejoignent, on essaie de faire un peu moins, un jour un peu plus. Mais c'est vraiment d'essayer de fixer cette activité physique justement pour cette tranche-là. Tout à l'heure, j'ai entendu Linda parler des dames de 70 ans. J'aimerais bien arriver un jour à ça ici à Dakar, mais pour l'instant, on y va petit à petit parce que ce qu'on retient, c'est qu'une femme qui a des enfants, qui est mariée, qui a une vie de famille, mais elle prend le temps de courir.
En fait, les gens ne prennent pas en compte qu'on doit prendre ce temps pour nous. Et ce temps, parfois, il ne nous est pas donné. On doit s'imposer dans notre journée. Il faut trouver ce temps. Et les Lingers, justement, on donne une excuse. Voilà, le groupe est là. Les maladies non transmissibles sont là. C'est une épée de Damoclès sur toutes nos têtes. Tout le monde a un proche qui a un diabète, de l'hypertension et encore plus quand ce sont des femmes avec la surcharge pondérale. Donc, l'idée, c'est vraiment ça, de dire que nous devons, pour une bonne santé, prendre soin et avoir une activité physique régulière. Donc, c'est vraiment ça s'approche vraiment plus à cette tranche-là qu'à ceux que vous rencontrez. Ce qu'on a constaté pendant ce confinement et pendant cette pandémie, c'est que des hommes et des femmes qui partageaient le même espace faisaient que très rapidement, il y avait un partage tout à fait habituel des tâches, c'est-à-dire que c'est la femme qui faisait la cuisine et que l'homme se livrait à d'autres tâches. Il faut faire changer les mentalités. Et là aussi, quelle est la mécanique? Parce que vous êtes dans votre association, vous avez décidé de communiquer, d'éduquer. Mais là, je parle bien des hommes. Quel est le discours que vous donnez aux hommes justement pour qu'ils changent le regard, et notamment sur l'aspect physique? Parce que je sais qu'au Sénégal et même dans d'autres pays, pour certains hommes, une femme qui fait du sport et qui court, eh bien physiquement, c'est pas beau parce que ça a un manque de féminité. Qu'est-ce que vous leur dites et quel est votre discours? En fait, on ramène tout à la santé. Quand on parle du diabète ici, les gens se reconnaissent facilement. Moi, j'ai une expertise en diabétologie, c'est le premier point sur lequel je parle. C'est lié à une sédentarité. La sédentarité, le surpoids, l'obésité, tout ça, ce sont des faits qui sont là, qu'on rencontre. À ces hommes qu'on rencontre avec des femmes qui n'ont pas forcément envie parce qu'elles diraient « Ah, mon mari ne veut pas ci, mon mari ne veut pas ça ». Oui, mais votre mari ne voudrait pas que vous ayez un diabète. Votre mari aimerait bien que vous vous occupiez des enfants. On tourne ça d'une autre, pas juste l'aspect je prends soin de mon corps, je dois modeler mon corps ou autre. C'est vraiment l'aspect sanitaire, l'aspect santé. Moi, je suis nutritionniste. En consultation, on reçoit énormément de patientes qui sont en surpoids, en obésité. Quand on part de la base santé, de l'aspect je prends soin de moi, je dois avoir une activité physique régulière, parce que dans ce cadre-là, je n'utilise même pas le terme sport. Parce que le sport, il y a cette connotation justement de ficeler son corps ou avoir autre chose. Là, je parle vraiment de l'aspect activité physique régulière. Pourquoi? Justement, pour éviter toutes ces maladies non transmissibles. Lilian, que pensez-vous du travail de Aïcha, que moi je trouve vraiment formidable? C'est pour ça que quand j'ai vu effectivement le travail qu'elle faisait, j'ai tout fait pour qu'elle soit avec nous aujourd'hui. Elle est là avec nous. Qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, tout d'abord, félicitations, parce que je pense qu'effectivement, c'est un travail d'éducation, c'est-à-dire éduquer les jeunes filles, les femmes, à s'emparer de l'espace public, en fait. C'est-à-dire que la course dans l'espace public, c'est aussi envoyer un message de présence dans l'espace public. Et en fait, ça me fait rappeler, lorsque vous analysez en fait ce qui se passe dans les cours de récréation. Dans les cours de récréation, en règle générale, les garçons courent partout. Et les filles sont toujours dans un petit coin. Et les garçons sont persuadés que c'est normal. C'est que l'espace public leur appartient. Et en fait, je pense que le travail que vous faites est extraordinaire parce qu'effectivement, pendant très longtemps, on a interdit les femmes à faire des marathons. Il y a d'ailleurs une photo qui est célèbre où il y a des hommes qui agressent une femme qui court pendant le marathon normalement. Aux États-Unis, oui. Aux États-Unis. Les hommes veulent toujours, en fait, décider ce que les femmes ont le droit de faire ou pas. Et moi, je reste persuadé qu'il faut éduquer notamment les jeunes filles que la liberté se gagne, elle ne se donne pas. Donc, il faut aller dans une confrontation pour éduquer les hommes. Parce qu'effectivement, nous les hommes, on nous a éduqués dans un schéma de domination. Et effectivement, parfois, de façon inconsciente, on le reproduit. Et je pense que c'est une très, très bonne chose de passer par le sport. Et effectivement, ce que vous dites est essentiel. C'est-à-dire que le sport, c'est avant tout prendre soin de sa santé. Et c'est pour cela qu'il faut, très jeune, dire aux parents qu'il faut inciter les enfants à faire du sport parce qu'ils vont avoir une meilleure hygiène de vie, ils vont prendre soin d'eux et surtout, le sport permet aussi d'être en contact avec son corps. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes en fait, qui subissent leur corps. Et lorsque vous êtes sportif, vous connaissez votre corps, vous prenez soin de votre santé. Et encore une fois, ça vous emmène aussi au dépassement de vous-même. Et je pense que ça, c'est très intéressant pour travailler sur l'égalité homme-femme, parce qu'encore une fois, l'espace public doit être réapproprié par les femmes.
Parce qu'encore une fois, comme vous le dites bien, les femmes se posent la question à savoir est-ce que mon mari sera d'accord? Mais rien que déjà de se poser cette question, c'est juste surréaliste. C'est-à-dire que effectivement, je pense que les hommes, lorsqu'ils vont courir, mais c'est exactement la même chose, vous savez, en France. Hein, parce que moi, je me souviens quand j'habitais près du bois de Boulogne, mais le samedi matin, la grande majorité des gens qui faisaient les footings, c'était des hommes. Hein, parce que les femmes devaient rester à la maison, garder les enfants et faire à manger le midi. Et donc, je pense que c'est super intéressant de passer par le sport pour se réapproprier cette liberté dans l'espace public. Lilian, je vous encourage à vous rendre à Kigali parce qu'il y a quelque chose, moi, que j'ai découvert il y a quelques années. Il s'agit du Car Free Day et certainement Valence nous en parlera d'ici quelques instants ou tout de suite peut-être. Il va nous en parler tout de suite parce que c'est un moment vraiment extraordinaire. Le dimanche matin, Valence, dites-nous quelques mots sur le Car Free Day qui permet à toute la population, femmes et hommes comprises et même les enfants, de pouvoir se dépenser. Merci Sylvain, merci à Linda et Aïcha qui viennent de nous donner leurs expériences sur l'Afrique du Sud et le Sénégal. Comme vous dites, au moins 2 fois par an, c'est-à-dire 2 semaines, 2 fois par mois, 2 semaines par mois, il y a ce que nous appelons Car Free Day, donc la journée sans voiture, où toutes les personnes, les familles, femmes, enfants, femmes, hommes, enfants de 7 à 77 ans, tous viennent se rencontrer quelque part pour faire du sport de 7h à 10h. Et ce n'est pas seulement à Kigali, c'est dans les 30 districts qui composent notre pays. Et nous avons aussi l'avantage que c'est un sport qui est très soutenu par le gouvernement, puisque même le président de la République et la première dame assistent régulièrement à ces journées sans voiture. Et ça nous permet quand on vient, quand on se rencontre, on fait du sport et ça permet également on en profite pour faire le dépistage, par exemple, pour certaines maladies, parce qu'il y a le ministère de la Santé qui est toujours là, partout, ce n'est pas seulement à Kigali, c'est partout. Ça nous permet de faire ce dépistage et ça permet aux différentes autorités aussi de faire passer Je mets un petit exemple, je mets une photo qui montre ça. Ouais, voilà, c'est à Kigali. Et ça permet de faire passer des messages. Et puisque les gens qui viennent danser dans ce sport-là à l'occasion des journées sans voiture, en général, ce sont des gens qui se connaissent bien. Après ces messages délivrés par les autorités, des gens se rencontrent entre eux et ils discutent entre eux sur leur vie, comment faire face aux différentes difficultés qu'ils rencontrent. Des fois, ils se groupent en petites communautés pour s'entraider. Linda parlait, non, c'est Linda qui parlait des femmes de 77 ans, de plus de 70 ans qui font du sport. Chez nous, il y a un groupe de vieux et vieilles de plus de 60 ans qui se rencontrent tous les dimanches pour faire ce sport. Mais il n'y a pas que le sport, le Car Free Day, parce que tous les vendredis de chaque semaine, tous les fonctionnaires du pays, à partir de 15h à 17h, ils ont un sport collectif. Donc, tout le monde, sans exception, sauf les services vraiment qu'on ne peut pas se passer, qui doivent continuer à travailler comme les hôpitaux, la banque, les services de sécurité. Donc, tout le monde se rencontre. Donc, je voulais dire qu'au fait, ici au Rwanda, le sport est en train de devenir un pays sportif, parce que tout le monde vraiment sait très bien que le sport est très intéressant et très utile pour eux. Même pendant ce Covid, le ministère des Sports a essayé de faire des clips vidéo pour donner aux différentes stations de télévision pour que les gens puissent faire du sport chez eux. Mmh. Et même, on a fait ces clips qu'on a postés sur YouTube. Et on a décidé que le ministère des Sports, en collaboration avec le comité olympique, le ministère de la Santé et les institutions qui sont affiliées au ministère de la Santé, nous sommes en train de faire un programme pour que nous puissions continuer ce sport virtuel, si je peux parler ça ainsi, et en profiter aussi pour faire passer des messages relatifs à l'éradication de cette pandémie de coronavirus.
Donc, on n'a vraiment pas, chez nous, au Rwanda, on n'a vraiment pas ce problème-là le problème, le sport du loisir, sport pour tous, est en train de devenir très important et très intéressant et tout le monde aime ça. On ne force plus personne à faire ce sport. Tout à fait, tout à fait. Merci Valence et Lilian. Il faut les uns les autres, il faut vraiment vous rendre à Kigali pour assister à ce moment dans lequel d'ailleurs les autorités, hein, moi je me souviens que la maire de Kigali, j'ai fait une séance de sport avec la maire de Kigali et effectivement la plus haute autorité, hein, le président Kagame avec sa femme de temps en temps se mêle aussi à la foule pour une séance de sport. Nous étions… La maire de Dakar. Et la maire de Dakar a participé à cet événement aussi. À la maire de Dakar aussi. Nous étions donc à Johannesburg, nous étions à Dakar, nous allons y retourner. Maintenant, Abidjan pour retrouver Aminata Fofana, qui est la secrétaire générale du comité olympique de Côte d'Ivoire. Et quand nous avons échangé, Aminata, vous m'avez dit que peut-être ce coronavirus, ce Covid, c'était peut-être le moyen pour les pays africains de prendre un nouveau départ, c'est-à-dire… Branchez votre micro, on ne vous entend pas. Ah, Voilà, il faut qu'on vous entende, Aminata. Si on ne vous entend pas, on ne vous entend pas. On ne vous entend pas. Ça, c'est vraiment dommage. wow. Il faut faire des gestes. Non. Vous avez quelqu'un avec vous qui peut vous aider? À votre gauche, en bas à gauche. Là, maintenant, on vous entend. Voilà. Oui, mon fils, mais vous m'entendez? Là, on vous entend. Voilà. Bonjour à tous. Je suis très heureuse. Je vous remercie, Valence. Je remercie Sylvain. Je suis très honorée de prendre part à ce webinaire à côté des personnalités de renom que vous avez choisies, que je salue aussi. Alors, effectivement, tout à l'heure, j'ai écouté Lilian. Il a parlé de justice en matière de pratique. C'est peut-être le mot est trop, quand je parle de justice, mais c'est l'accès à la pratique sportive. Vous savez que nos pays, en général les pays africains, nous n'avons pas réussi à suivre, si vous voulez, le système qui a été le système actuel du sport mondial, qui est axé sur les partenariats TV, comment j'appelle ça, le sponsoring à outrance qui a permis au sport de grandir, de devenir gigantesque. Vous comprenez? Et nos pays sont en général, du moins notre sport est resté dans un système traditionnel avec pour seul bailleur de fonds nos gouvernements. Vous comprenez? Alors, aujourd'hui, avec la COVID-19, c'est l'arrêt total. On était tous dans un même train, le train n'est pas arrivé à la gare, on a stoppé le train de force sans possibilité d'y descendre. Et donc, c'est peut-être l'occasion, comme je le disais lors de notre entretien dernier, c'est peut-être l'occasion de partir sur des bases peut-être nouvelles, permettre la possibilité peut-être aujourd'hui à nos pays, à notre sport, de penser, de repenser sa structuration, son système. Bien entendu, je pense que pour les sports, pour les pays dont le sport a connu ce gigantisme dont je parle, il y aura forcément des difficultés. Et donc, ce sera peut-être l'occasion pour nos États de se remettre en selle pour que la différence qu'il y a soit plus infime. Voilà. Est-ce que vous avez des idées, des solutions justement pour aller vers un autre mode de fonctionnement du sport dans le continent et aussi peut-être dans votre pays, la Côte d'Ivoire? Voilà. Alors, j'ai parlé tout à l'heure des deux axes principaux qui ont permis au sport d'être là où il est aujourd'hui. Ce sport qui a été construit autour des deux axes dont j'ai parlé tout à l'heure et qui a permis au sport de devenir ce qu'il est aujourd'hui. Vous prenez le CIO aujourd'hui, les ressources du CIO proviennent des droits télé qui sont distribués aux 206 CNO du monde entier. Vous comprenez? C'est beaucoup de manne financière et nos pays n'ont pas réussi véritablement à suivre, si vous voulez, ce processus. Pourquoi? Parce que généralement,
nous n'avons pas parfois les ressources qu'il faut, peut-être la formation qu'il faut, peut-être le choix des personnes qui sont dans nos organisations sportives. Parce qu'aujourd'hui, les organisations sportives, je parle des fédérations, je parle des confédérations, je parle des comités nationaux olympiques et même des clubs, ils ne peuvent plus être gérés comme ça se faisait avant de façon traditionnelle avec un homme fort et puis pas de structuration, pas de ressources pour faire fonctionner la structure nationale. Si vous avez aujourd'hui, vous êtes responsable d'une fédération aujourd'hui, il vous faut absolument des ressources pour vous s'occuper du marketing, du sponsoring, etc. Pour faire grandir votre association, votre organisation. Ça n'existe pas véritablement dans nos organisations sportives. C'est pour ça que je disais, c'est peut-être l'occasion pour nous, pays émergents, je dirais, de repenser notre manière de fonctionner. Aminata, vous parlez de deux choses. D'une part, de la structuration des fédérations, des institutions qui gèrent le sport pour tous, parce que là, vous parlez du comité olympique, de la redistribution, mais cette redistribution sert au sport pour tous, et ensuite de la formation des acteurs de ces institutions. C'est là-dessus que vous l'appuyez, c'est ce que vous voulez dire? Oui, ça fait partie des pistes de solutions. Parce que vous m'avez demandé quelles sont les pistes de solutions que moi je peux recommander. Ça fait partie des pistes de solutions. Il y en a d'autres, évidemment. Il y en a d'autres. J'ai parlé tout à l'heure du marketing, des personnes qui seraient, qu'il faut mettre, ou des organisations. Il y a même des structures d'événements, je dirais. Il y a des structures qui ont pour, qui sont spécialisées dans la recherche de financement, par exemple. Ça n'existe pas réellement dans nos pays. On se tourne tous vers l'État. C'est-à-dire ce bailleur de fonds traditionnels qui aussi est essoufflé parce qu'il y a d'autres secteurs qui sont prioritaires par rapport au sport. Et pourtant, je vais jouer l'avocat du diable avant de demander l'avis de Lilian. Ça vous a pas mal réussi quand même, cet investissement dans le sport. Vous avez deux sprinteuses extraordinaires, quand je pense à Marie-Josée Palou et Muriel Aouré, quand je pense à Ruth Babi en taekwondo et Cheikh Salah Cissé qui a ramené cette médaille d'or, la première médaille d'or olympique pour la Côte d'Ivoire. Vous avez des sportifs qui se sont distingués sur le plan national et ces sportifs viennent de quoi? Ils viennent de la base. Absolument, je suis d'accord avec vous, Sylvain, parce qu'en plus, ces athlètes dont vous parlez se sont qualifiés ici en Côte d'Ivoire. Ils n'étaient pas dans des centres de formation à l'extérieur, comme on le voit parfois. C'est des athlètes qui ont été formés ici, préparés ici par des encadreurs nationaux et qui ont donné ces beaux résultats. Mais vous savez, j'exagère un peu quand je dis que ce n'est pas suffisant. Nos pays, généralement, partent aux Jeux olympiques. Je pense que c'est le repère pour toutes les nations. Les Jeux olympiques, c'est l'événement planétaire le plus important. On part parfois avec combien d'athlètes qualifiés en général? Je suis membre du comité olympique ivoirien. Je discute avec des collègues d'autres CNO. Parfois, il n'y a pas de qualifiés dans nos comités nationaux olympiques. On n'a pas d'athlètes qualifiés. Et par rapport à ce que le CIO appelle l'universalité des Jeux, permettre à toutes les nations de participer, ils donnent ce qu'ils appellent des white cards, des invitations. C'est-à-dire, si votre pays n'a pas pu qualifier un athlète, vous avez la possibilité de partir avec des athlètes qualifiés. Donc, je suis très fière de ce qui s'est fait en Côte d'Ivoire. Il y a eu du travail, mais je dis, il y a encore à faire. Il y a beaucoup à faire. J'étais très à l'aise il y a quelques années parce que j'ai écouté Aïcha par rapport à ce qui se fait, Valence aussi. Il y a quelques années, j'étais très à l'aise sur la question du sport loisir, du sport pour tous, parce que j'ai géré pendant un bon moment la sous-direction genre et sport. Et nous avons eu à travailler parce qu'il fallait faire en sorte que les femmes aient accès au sport. Les femmes, les enfants. Nous avons même fait des programmes pour des personnes vivant en milieu carcéral et hospitalier. Parce que pour nous, il faut démocratiser la pratique sportive. Ça ne peut plus être pour des personnes alors que d'autres ne peuvent pas en avoir accès. Voilà, on a eu à faire ce travail. Et donc, je voudrais féliciter Aïcha pour ce qui s'est fait, c'est formidable. Et en Côte d'Ivoire, on a quand même dépassé ce stade-là de... C'est vrai, il y a encore du travail à faire, mais aujourd'hui, il y a beaucoup d'organisations qui sont sur le terrain et qui travaillent dans ce sens-là, c'est-à-dire permettre aux Ivoiriens de faire tous du sport.
il y a des associations sport dans ma vie, il y a une fédération de fitness, il y a une fédération de randonnée pédestre. Et au comité national olympique, nous avons une commission sport pour tous qui travaille très bien, une commission femmes et sport, des commissions qui sont très actives. Et même au niveau du ministère des Sports, il existe également la direction des sports de masse, la direction des sports pour tous et du sport féminin, pour dire que je vais revenir un peu à votre question, à la question du thème, à savoir si le sport loisir est en danger. Je dis non, il a de beaux jours parce que tous, nous savons l'importance du sport. J'ai entendu parler de santé sport. L'OMS a recommandé que nous fassions tous du sport, 1 heure par jour pour les jeunes, les enfants, 30 minutes pour les adultes. C'est dit que tout le monde sait que le sport loisir, le sport pour tous, l'activité physique régulière modérée est importante pour nos sociétés. Vous avez une population qui pratique, qui est en bonne santé, c'est l'État qui gagne. C'est l'État qui gagne. Tout à fait. Tout à fait, des économies sur tout ce qui est soins de santé, communautaire, etc. Donc, le sport loisir a de beaux jours. Pour ce qui me concerne, je pense qu'il a encore de beaux jours. Nous en sommes persuadés. Et juste avant de faire agir Lilian, je voudrais quand même féliciter Marie-Josée Talou, parce que si vous venez juste avant les Jeux Olympiques de 2016 à Rio, alors que la plupart des athlètes africains allaient s'entraîner aux États-Unis ou en Europe, elle avait décidé de se préparer à Dakar avec un entraîneur sénégalais. Et ça ne l'a pas empêché de décrocher donc une médaille d'argent à, si j'ai bonne mémoire, quelques millièmes de la médaille d'or. Et l'année d'après, d'être vice-championne du monde. Donc, l'Afrique a aussi de très beaux atouts quand on sait justement les montrer et les utiliser. Lilian, comment vous réagissez au propos d'Aminata, qui parlait justement de la formation et la structuration des fédérations? Oui, mais en fait, moi, j'ai l'impression que Mme Fofana parle plus du sport de très haut niveau. C'est-à-dire que lorsqu'elle parle des Jeux Olympiques, des structures des fédérations, moi, je dirais que pour ma part, ce qui est le plus important pour moi lorsqu'on parle du sport, c'est vraiment éduquer très tôt les enfants à aller vers le sport. Par exemple, je trouve que ça a été très intéressant ce qui a été fait en Jamaïque, par exemple. C'est que les enfants, tous, pouvaient faire du sport l'après-midi. Moi, mes enfants, ils ont grandi dans une structure américaine, parce que je voyageais très souvent à l'étranger, donc ils allaient à l'école dans des structures américaines. Et tous les après-midi, il y avait l'obligation de faire un sport. Et je pense que ce serait intéressant de mettre cela en place sur le continent africain. Et je pense qu'il y a des pays sûrement qui doivent le faire. Je ne suis pas au courant de tout. Et je pense que ça, c'est essentiel. Et effectivement, si tous les enfants font du sport, obligatoirement, dans le lot, il y aura des sportifs de haut niveau. C'est une évidence, en fait. C'est-à-dire, plus il y aura des enfants qui font du sport, plus il y en a qui seront confrontés à vouloir progresser, et plus de chances, il y aura des athlètes de trop haut niveau. Et je pense qu'on peut faire les deux. Mais je pense vraiment que le sport doit être développé sans l'idée de l'hypercompétitivité. Ça peut paraître bizarre venant de quelqu'un qui a fait du foot au niveau professionnel, mais je pense que le fait d'être dans l'hypercompétitivité très tôt va à l'encontre de la solidarité. Vous savez, pour revenir à l'Afrique du Sud, le sport collectif. Ça veut dire les sports collectifs, très souvent, en fait, c'est pour les personnes qui ont très peu de moyens. L'hypercompétitivité nous renvoie dans une société qui vous dit, si vous n'avez pas gagné, c'est de votre faute. Et ça, c'est extrêmement dangereux, en fait. Et je pense qu'il faut effectivement dire aux enfants, le sport, c'est avant tout pour prendre soin de toi, pour prendre soin de ce que tu es, pour que le sport t'apprenne aussi à dépasser tes propres limites. Et c'est pour cela que c'est intéressant qu'il y ait très tôt des filles, des garçons qui font du sport ensemble, que les garçons puissent reconnaître qu'une fille est à la hauteur, qu'une fille puisse reconnaître qu'elle est à la hauteur des garçons. Et comme ça, il y a une éducation de masse. Et effectivement, comme vous le dites, moi je pense que ce qui manque dans nos sociétés très souvent, c'est que les adultes ne font plus de sport et ne s'amusent plus. Alors que les enfants, lorsqu'ils s'amusent et qu'ils font du sport,
vous allez voir que très facilement, ils vont aller à l'encontre de l'autre. Ils vont partager des choses ensemble. Et d'ailleurs, je trouve extraordinaire quand même à Kigali ce que vous faites, hein, parce qu'effectivement, c'est un rassemblement. Si vous me dites qu'il y a les maires qui participent à ces choses-là, c'est juste incroyable. Parce qu'effectivement, le sport, c'est un partage d'émotions, un partage de rencontres et des moments de plaisir. Et je pense qu'on doit absolument enlever de la tête des enfants que le sport, c'est de la compétition avant tout. Merci Lilian. Comment vous réagissez, Linda, en Afrique du Sud? Vous qui êtes à Johannesburg, vous êtes la conseillère du ministre des Sports et de la Culture d'Afrique du Sud. Comment vous réagissez à ce que vous venez d'entendre? Je pense que ce que Lilian dit est très, très important. Le sport, avant tout, c'est une hygiène de vie. C'est une façon de vivre, c'est de se faire du bien. Ce n'est pas de combattre et de gagner à tout prix tout le temps. Et ce n'est pas cet esprit qu'on doit inculquer à nos enfants. Je pense qu'en Afrique, nous devons revenir à nous-mêmes. Ce n'est pas le sport par assimilation, par importation, par... Nous, dans notre histoire, il y a déjà des siècles, on pratiquait des sports traditionnels. En Afrique du Sud, au niveau de l'État, on a toutes sortes de tournois de sport en Afrique du Sud. Tous les sports sont pratiqués en Afrique du Sud. Même la lutte des sumo. Mais nous avons mis en place les jeux, ce qu'on appelle Indigenous Games. C'est comme les championnats nationaux en Afrique du Sud, mais c'est d'anciens jeux traditionnels. On ne joue pas aux échecs, on joue à d'autres jeux, comme en Afrique de l'Ouest, vous avez le Awalé, je pense, vous avez d'autres jeux. Nous aussi, on a ça. On a d'autres outils de sport qui datent d'il y a 2 siècles. Et ces jeux se jouent au niveau national, dans toutes les régions. Chaque année, on choisit une des provinces de l'Afrique du Sud à accueillir ce sport. Et c'est reconnu, et il y a des médailles d'or et d'argent, et les membres du plus haut niveau de l'État sont présents pour assister. Donc, il faut revenir à notre culture. Et nous avons une histoire et une façon de pratiquer le sport. Et cette histoire, ça implique le respect de l'autre. C'est quasiment toujours des sports en commun. Il y a un partage, c'est des sports collectifs. Et même quand c'est des sports de combat, c'est des groupes qui combattent d'autres groupes. Et donc, nous sommes venus à la conclusion au niveau de l'État qu'on ne peut pas séparer culture et sport. C'est pour ça que chez nous, c'est le ministère désormais. Pendant des années, il y avait 2 ministères séparés. Aujourd'hui, c'est le ministère du sport et de la culture, parce que les deux vont ensemble. Et c'est le travail d'éducation de notre ministère, par exemple, d'inculquer une culture de sport en Afrique du Sud. Évidemment, tout d'abord, pour des raisons de santé. Et on a une campagne que nous appelons Active Nature, où on a une expression to steal with pride, voler avec fierté, voler ce concept au Rwanda, où il y a des journées de sport en Afrique du Sud, où les maires vont sortir avec leur commune, etc., faire du sport. Le président Ramaphosa fait ça, il va d'une région à l'autre. Le ministre du Sport fait la même chose. Nous avons en Afrique du Sud ce qu'on appelle le parkrun. Dans tous les quartiers en Afrique du Sud, il y a un parkrun où n'importe qui peut s'inscrire gratuitement. C'est encadré, les services de santé sont là pour suivre. Et vous avez dans chaque quartier à peu près 1000 à 2000 personnes qui vont faire de la marche ou du footing le samedi matin de 8 à 9 heures. Ça a eu tellement de succès que nous l'avons exporté en Europe. Il existe un parkrun organisé par l'Afrique du Sud. Bon, c'est maintenant un business. En Allemagne, dans d'autres pays.
parce que c'est une façon de rassembler une communauté autour d'une pratique de sport qui est bien pour la santé. Et cette idée de partage, ça vient d'où? Ça vient de ce sens de communauté et de solidarité que nous avons dans notre culture africaine. Et c'est pour ça que je dis, ça me touche beaucoup parce qu'on peut redémarrer après ce Covid, comme dit Aminata, et retourner un petit peu aux sources. Je ne dis pas qu'on ne va pas jouer au golf, etc. Ce n'est pas ça le but. Mais retournons un peu aux sources et voyons comment nous avons fait ces choses avant. Et ça va sûrement nous aider à mettre en place des possibilités de pratique de sport dans nos pays qui n'ont pas beaucoup de sport. Linda, je vous arrête là. Je vous arrête là, Linda. Je finis juste, Sylvain, pardon, je finis juste sur ce point. Très souvent, l'erreur que nous faisons en Afrique, c'est de commencer par le mauvais bout. D'abord, on va construire les infrastructures parfaites et ensuite, on va faire pratiquer le sport. On n'a pas besoin d'infrastructures pour pratiquer le sport. Merci. Non, vous avez complètement raison, mais je voulais juste vous parler du Nzango. Vous connaissez le Nzango, Linda? Non. Mais écoutez, c'est en République démocratique du Congo, dans les deux Congos, en fait, que le Nzango a été pratiqué. C'est une sorte de marelle qui a été pratiquée par les filles pendant des centaines d'années. Et un jour, il y a un médecin qui a décidé de le transformer en sport pour lutter contre l'obésité. C'est devenu un sport qui est pratiqué maintenant par un peu moins d'une dizaine de pays et qui a été présenté pour la première fois aux Jeux africains de 2015. Et si vous allez notamment du côté des Grands Lacs, entre le Rwanda et la RDC, du côté de Goma ou de Gisenyi, vous avez des compétitions où des femmes s'affrontent dans ce sport qui s'appelle le Ganzo. Je l'ai vu, c'est extraordinaire, c'est très physique, extrêmement physique, hein. Je ne sais pas si je pourrais tenir, et pourtant je fais du sport tous les jours, je ne sais pas si je pourrais tenir. Et donc là, je voulais mettre en fait en évidence cette appropriation qui est en cours un peu en Afrique en ce moment, avec des pratiques traditionnelles qui sont remises au goût du jour, qui sont modernisées et qui sont utilisées. Est-ce que c'est le cas au Sénégal? Est-ce que c'est le cas en Côte d'Ivoire? C'est la question que j'ai posée à Aïcha et à Aminata. Décidément, Aminata, vous avez des problèmes de téléphone. On va commencer par Aïcha et ensuite Aminata répondra. Aïcha. Oui, pour l'instant, je pense qu'on n'a pas encore prisé un sport pour revenir vers la base, comme vous avez dit avec ce sport du Congo. Non, pas encore. On est vraiment en train de conscientiser les gens, comme vous avez tous un petit peu dit, à montrer que le sport, c'est important pour notre santé. Mais vraiment, il y a énormément d'idées, comme le Car Free Day ou la journée sans voiture dont vous avez parlé. Ce sont des choses à implanter dans des villes comme chez nous où c'est de plus en plus pollué, les gens n'ont pas cette conscience que même prendre le temps de marcher pour aller d'un point A vers un point B, c'est primordial. Et les gens, c'est tout des systèmes que nous devons vraiment repenser. On n'est pas encore à ce niveau-là, malheureusement, ou si c'est le cas, je ne les connais pas encore. Mais oui, c'est à repenser en tout cas. Aminata, votre micro fonctionne? Ah, décidément. Vous m'entendez? Oui, ça y est, on vous entend. Là, on vous entend. Alors, si vous permettez, je vais revenir rapidement sur mon propos de tout à l'heure. Concernant ce que l'Afrique pouvait faire pour pouvoir repartir, c'était par rapport au webinaire que vous avez tenu vendredi. C'était comment penser le sport pour les Africains, comment repartir pour l'Afrique. On était sur les confédérations, les institutions, comment penser le sport au niveau des fédérations et des institutions. Voilà, et là, c'est forcément le haut niveau. C'est forcément le haut niveau. Mais pour la question du jour, qui concerne donc le sport loisir, je dis, en Côte d'Ivoire, le sport scolaire, c'est le sport scolaire qui est le creuset, c'est le vivier du sport civil aujourd'hui. Nous sommes tous issus, moi et d'autres responsables aujourd'hui des fédérations et confédérations, nous sommes tous issus de ce qu'on appelle l'Office ivoirien des sports scolaires universitaires, l'OASU, à l'école, parce que le sport se pratique véritablement dans nos établissements scolaires. Je suis moi-même enseignant d'éducation physique de formation initiale. J'ai eu à enseigner des enfants l'enseignement de base et donc le volet ludique, n'est-ce pas? Comment faire en sorte que les enfants puissent
être plus sociable et tout, on l'a pratiqué. Aujourd'hui, il est question de voir comment faire en sorte que toutes nos populations puissent adhérer à la pratique sportive. Et comme je l'ai dit dans mon propos, au niveau de la Côte d'Ivoire, il existe aujourd'hui de nombreuses organisations qui travaillent dans ce sens-là. Il y a beaucoup d'acteurs. J'ai parlé de certaines fédérations de fitness, de randonnée pédestre, de même le ministère des Sports, tout comme en Afrique du Sud. Aujourd'hui, le ministère des Sports a pris à bras le corps la question du sport pour tous. Et l'actuel ministre en a fait son cheval de bataille. Voilà, vous trouvez aujourd'hui des fédérations qui n'avaient pas de subvention pour ce qui concerne le sport de masse, le sport pour tous, qui reçoivent aujourd'hui des moyens pour pouvoir travailler sur le terrain, sur tout le territoire national. Et donc, il ne se passe pas un jour où vous ne verrez pas des gens en train de marcher à l'intérieur. D'ailleurs, en 2017, pour la petite histoire, en 2017, lorsque nous avons organisé la journée olympique au niveau du Comité national olympique, c'était à Yamoussoukro, nous l'avons organisé en collaboration avec l'association Sport dans ma vie. Ils ont l'habitude de marcher tous les samedis matins. La ville est quadrillée, toutes les voitures sont à l'arrêt. Et nous avons organisé cette activité avec des milliers de personnes qui ont marché dans la ville avant de venir ensuite se retrouver pour faire des exercices d'étirement et tout ça, etc. Donc, c'est dire qu'on est tous conscients du fait qu'aujourd'hui, le sport loisir, le sport pour tous, le sport de la petite enfance, je l'ai dit, le sport même en milieu carcéral ou hospitalier, sont des secteurs qui doivent prendre. Et donc, nous devons travailler à cela. Et nous, au niveau du comité olympique, on l'a fait, la commission sport pour tous organise régulièrement des activités en famille, pour les familles. Et comme je dis, ça prend et les gens y adhèrent, les familles adhèrent à ces activités. Donc, il y a un énorme travail qui est effectué en Côte d'Ivoire, au Sénégal aussi, en Afrique du Sud. Lilian, une réaction sur ce qu'a dit principalement Linda, que j'ai trouvé intéressant comme tous les propos, mais il y a quelque chose que j'ai retenu, c'est que l'on doit non pas faire comme on a l'habitude de faire, c'est-à-dire construire des infrastructures pour ensuite pratiquer le sport, mais d'abord encourager le sport pour peut-être penser à construire des infrastructures par la suite. Alors, moi, je suis tout à fait d'accord avec ce concept parce que je viens de la Guadeloupe. Donc, quand j'ai commencé du sport en Guadeloupe, il n'y avait pas les infrastructures et croyez-moi, le sport guadeloupéen a donné beaucoup d'athlètes de haut niveau. Et on faisait du sport tout le temps. Moi, je dirais que peut-être s'il faut s'arrêter après ce Covid-19, c'est peut-être réfléchir à savoir s'il ne faut pas que l'Afrique, en règle générale, se retrouve elle-même, revienne à elle-même. Peut-être aussi se questionner à savoir si elle ne peut pas fabriquer son propre modèle. Parce que c'est ça la réalité. Parce que très souvent, effectivement, j'ai l'impression qu'on essaye toujours de copier un modèle. Mais en copiant un modèle, on n'est pas à 100% soi-même. Et je pense qu'effectivement, la première des choses qu'on doit offrir aux enfants, c'est cette capacité à être 100% eux-mêmes et être ancrés dans leur propre environnement. Et je suis d'accord totalement avec Linda, vous ne pouvez pas dissocier sport et culture. C'est impossible parce que nous sommes des êtres de culture. Et donc, si la culture qu'on nous éduque, dans laquelle on nous éduque, n'est pas la culture ancestrale, déjà on part avec un handicap. Et donc, je pense que ce moment-là, c'est un moment de réflexion et de regarder, de critiquer et essayer de trouver une voie qui n'est pas dans le fait de simplement copier un modèle qui existe, en fait. Ce moment est fort et important hein, parce que nous sommes tous d'accord pour qu'il y ait une appropriation complète et totale de l'Afrique et qui crée son propre rythme et sa propre dynamique. Nous avons des responsables hein, avec le président du comité olympique rwandais, secrétaire général du comité olympique de Côte d'Ivoire, la conseillère du ministre d'Afrique du Sud. Donc, ce sont des réflexions
qui vont porter. Rapidement, Aminata, et ensuite, je vais revenir à Linda pour parler du handisport. Allez-y. Ah, décidément, vous avez un problème avec le micro, Aminata. Vous m'entendez? Là, on vous entend, là. Alors, oui, c'est vrai, je l'ai dit, hein, il faut effectivement… Liliane, il a raison quand il parle de peut-être penser à créer un modèle. On a parlé du modèle qui existe aujourd'hui, qui est le modèle mondial. Mais en même temps, il faut se poser la question, est-ce que dans cette mondialisation, on peut être, nous, hors de cette mondialisation? L'Afrique peut être hors de cette mondialisation? C'est la question qu'il faut se poser. Mais sinon, effectivement, pour ce qui concerne le sport, pour le bien-être, le sport loisir et tout ça, évidemment, on a nos propres jeux traditionnels. Ça se fait dans nos villages. Vous ne verrez pas les femmes au village en train de jouer au foot. Elles ont des jeux traditionnels à elles. Voilà. Et c'est comme ça pour tout le monde. Mais pour ce qui concerne le sport de haut niveau, par exemple, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a des normes aujourd'hui. Est-ce qu'on se retranche, on se referme et on dit, bon, nous, on ne participe plus à tout ce qui est… Voilà. Bien, voilà la question. Si on crée notre propre modèle, on le fait avec qui? Alors qu'il y a aujourd'hui une norme, il y a aujourd'hui un sport qui est là, un système qui est là et qui a englobé tout le monde. Mais je ne l'ai pas compris comme ça, Aminata. Hein. Moi, je n'ai pas compris qu'il fallait se séparer de la mondialisation et des autres sports. Il y a effectivement tous les sports classiques tels que je l'ai entendu qui sont pratiqués, mais ça n'empêche pas à côté d'avoir une appropriation, de faire ressortir des pratiques traditionnelles, de les remettre, de les moderniser, de les mettre au goût du jour et de proposer à la jeunesse des différents pays la possibilité de choisir d'aller soit vers le football, soit d'aller vers les sports traditionnels. Je l'ai compris comme ça, Linda, Aïcha, je ne sais pas, c'est comme ça que je l'ai compris. Alors, oui, tout à fait. Il ne s'agit pas de nier, de discréditer, de ne pas participer à cette grande pratique du sport mondial aux compétitions au niveau international. Je respecte tout à fait tout cela. Tout ce que je dis, c'est que afin d'emmener nos enfants à être les champions aussi à ce niveau-là, afin d'avoir un pool plus grand d'athlètes parmi lesquels choisir pour aller participer à ces événements et afin de donner confiance à nos enfants, il est important de retourner aux ressources. Qui sommes-nous les Africains? Quelle est notre tradition de sport? Quelle est notre culture? Nous sommes descendants de qui? Qu'est-ce qu'ils ont accompli dans la vie, dans l'histoire? Je peux vous dire que depuis que nous sommes les descendants de Nelson Mandela, il y a une confiance très différente d'un Sud-Africain ici que ce qu'il avait sous l'apartheid. Et c'est ça que j'essaie d'expliquer. Que nous soyons des descendants de Sundiata, de Shaka Zulu, de grands sportifs, il est important d'ancrer nos enfants dans tout cela. Et à partir de là, créer les grands sportifs de demain. Donc, un jeune Africain qui peut être champion mondial de golf. D'ailleurs, nous, on a un champion mondial de golf junior sud-africain. Je pense qu'il a 14 ans, mais c'est à merveille ce petit. Mais il sait qui il est, d'où il vient, connaît son histoire. Et moi, c'est de ça que je parle. Donc, quand ces enfants voient les jeux Indigenous Games, les jeux traditionnels, les jeux… Un Éthiopien, s'il fait des marathons comme il le fait, c'est ancré dans sa culture. C'est pas génétique, etc. Les Noirs courent vite pieds nus, etc. Non, il y a toute une histoire. Et dans cette histoire, il y a la musique, l'alimentation, la géographie du pays. Et si l'enfant ne sait pas ça, eh ben, il ne commence pas avec les bonnes bases. Donc, c'est pas question de séparer les deux, c'est question de ne pas fuir d'où nous on vient pour essayer d'être comme les autres. Soyons nous-mêmes,
pour réussir avec nos valeurs, notre culture, notre histoire et montrer au monde ce qu'on peut accomplir avec ça. C'est une vision macro que nous propose Linda. Et vous, je dirais en micro, Aïcha, c'est ce que vous faites aussi à Dakar, hein, quelque Oui, part. en fait, oui, quelque part, c'est vraiment ça. Repartir à une base. Ce que Linda a dit, c'est tout à fait vrai. Il faut qu'on parte à une base qui nous est propre. L'activité physique, ce sera aussi ça. On va juste inculquer la base qu'il faut faire un sport qu'on aime. Il faut d'abord le trouver, mais on ne va pas se couper de ce qu'on découvre. On va partir avec un exemple le plus simple, c'est la lutte au Sénégal. C'est déjà la base qui va faire que des jeunes dans un quartier qui n'avaient pas l'habitude de faire de sport vont s'identifier à cette activité qui nous est très locale. C'est la lutte comme elle est faite dans les arènes et tout. Donc, ça va juste pousser cette tranche de la population à prendre soin de sa santé en partant d'un sport de base qui nous appartient. Maintenant, n'empêche, on va s'ouvrir à d'autres activités. Pour les femmes, ce sera, si on va être dans le plus local, ce sera l'afro-fitness. On ne va pas faire le fitness comme on le fait ailleurs, mais on va le tourner à notre sauce à nous. Donc oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que Linda a dit. Et c'est justement nous ce qu'on fait. On essaie de faire découvrir à chaque femme, au moins, à celles qui viennent auprès de nous, une activité physique différente. On ne va pas toujours courir, mais on va aller vers d'autres activités justement pour s'ouvrir à ce qui se fait ailleurs. Avant de donner la parole à Balance, un petit mot peut-être sur le handisport en Afrique du Sud. Linda, que se passe-t-il pour le handisport chez vous en Afrique du Sud avant que nous puissions donner la parole à Balance? Alors, d'abord, sur ce point, je suis un petit peu radicale, Silver. Pourquoi? Je devrais dire d'abord que nous devrions avoir honte, et ce n'est pas que en Afrique du Sud, parce qu'on ne fait pas assez, parce qu'on continue à marginaliser les personnes handicapées, que ce soit dans la société en général ou dans le sport. Moi, je pratique du sport et partout où je vais, je suis toujours impressionnée de voir le nombre de personnes, mais je suis toujours déçue de ne pas voir des personnes qui ont des handicaps. Je suis encore plus déçue de voir que les infrastructures ou les endroits où on pratique ne sont pas adaptés à accueillir des personnes qui vivent avec un handicap. Et que ce soit dans les écoles, que ce soit dans les clubs de fitness, que ce soit dans les facilités de sport dans des municipalités. Et ça commence là déjà. Parce que si on ne crée pas l'accès, comment veut-on donner aux gens qui vivent avec un handicap cette même liberté que nous avons de pratiquer le sport? Donc, je pense que c'est un minimum. Et d'ailleurs, handicap, c'est quoi? Chez nous, en Afrique du Sud, on utilise le terme physically challenged. Handicap, pour nous, ça veut dire incapacité de faire quelque chose. C'est très local, cette façon de penser en Afrique du Sud. Et ce sont pour nous des gens qui sont face à un défi physique et non pas à une impossibilité de faire quelque chose. Et lorsque nous mettons en place ce qu'il faut pour qu'ils puissent pratiquer le sport, on voit de quelle manière des personnes avec un handicap peuvent se dépasser. On voit dans le monde entier, l'Afrique du Sud a une équipe paralympique extrêmement forte. On les a vus gagner des médailles après médailles. Mais parce qu'il n'y a pas suffisamment d'emménagement par rapport à ça, nous voyons ça pratiquement que au sport de haut niveau encore, comme Lilian a parlé de ça. Donc, lorsqu'on prend quelqu'un qui vit avec un handicap, qui a un talent pour un sport, il est tout de suite canalisé vers le sport de haut niveau en Afrique du Sud. Pratiquer en loisir, c'est beaucoup plus difficile. Ensuite, bien sûr, je reviens encore au fait que l'Afrique du Sud soit une société à deux vitesses. Donc, pour le Sud-Africain privilégié, riche, etc., le sport pour des personnes handicapées va être tout à fait possible et il va le pratiquer. Mais il va nager dans sa piscine personnelle, dans sa maison, et il a une piscine de 25 mètres que papa et maman lui ont
construit. Et un jour, on va le voir aux Jeux paralympiques grâce à ça. On lui fait venir les entraîneurs, etc., les coachs. C'est super. Et j'admire tout à fait ces sportifs parce qu'il y a un dépassement de soi. Si vous voulez, il y a une obligation. Parfois, en tant que femme, je dis, on me dit je prétends, mais je dis, je dois travailler 10 fois plus que les hommes pour en arriver là. Et je pense que les femmes me comprendront. Et bien, c'est pareil pour des personnes qui vivent avec un handicap. Ils sont toujours en position de devoir prouver à cette société qu'ils sont normaux. Qu'est-ce qui est normal dans la vie? Et la force d'un être humain, la définition d'un être humain, c'est pas le nombre de bras ou de jambes ou s'il voit ou il voit pas. C'est ce qu'il a à l'intérieur de lui. C'est ce qui permet aux sportifs de se dépasser. S'il y en a un qui court plus vite que l'autre, c'est quelque chose au fond de lui. Et je pense que il y a quelque chose de très important en tant qu'exemple qu'on voit. C'était formidable pour nous en Afrique du Sud, mais partout dans le monde. Et je reviens au sport de haut niveau. Ces personnes handicapées qui ont réussi des exploits extraordinaires devant nous à la télévision, etc., c'est leur travail qui a permis une nouvelle vision sur les handicapés en général dans le monde. C'est ce qui fait qu'il y a une meilleure acceptation, un meilleur partage, qui est aujourd'hui des mannequins sur des podiums qui manquent une jambe, ça devient le nouveau normal parce qu'on commence à accepter. Et dans toutes les discriminations, que ce soit la discrimination contre les femmes, contre les noirs, contre les handicapés, ce qui a permis un changement de vision sur ces personnes, c'est l'admiration. Quand ces personnes se dépassent, ils créent une autre image de leur société, de leur peuple, de leur communauté, qui fait qu'il y a une meilleure acceptation. Donc, je trouve que ce sont des gens qui ont fait un très beau cadeau à l'humanité. Ils nous ont réappris à respecter tout le monde, à vivre. C'est un travail de longue haleine. On n'est pas sorti de l'auberge. Comme j'ai dit au début, moi j'ai honte parce qu'on n'a vraiment pas fait assez. Mais ce que je vois autour de moi, ce que je vois quand je regarde les sportifs paralympiques sud-africains, je dis parce que c'est ceux-là que je connais le plus, que j'ai pu rencontrer dans mon travail. Ils font réellement partie de la construction de cette nation et d'une nouvelle vision, une nouvelle image de ce que c'est que de vivre avec un défi physique. Mais moi, je dis que l'Afrique du Sud a beaucoup de chance d'avoir Linda comme conseillère au ministère et je dis qu'un de ces jours, il faudrait que Linda soit présidente. Voilà, Linda présidente avec ce genre de discours. Valence Muyamba-Gisha, qui est le président du comité olympique et sportif rwandais, qui organise avec Sisemi Talk ses rendez-vous, ses webinaires. Vous avez écouté et participé à cet événement. Alors, on voudra avoir le mot de conclusion. Quelle est votre réflexion sur tout ce que vous avez entendu, Valence? Merci, cher ami Sylvain. Merci tout le monde. Au fait, j'avais bien voulu réagir un peu à l'intervention de Madame Linda parce que c'est très intéressant ce qu'elle a dit. Mais en conclusion, je dirais que je constate avec plaisir que le sport loisir en Afrique n'est pas encore en danger, du moins pour le moment. Mais qu'il faut faire tout ce qui est possible pour que ce sport loisir soit accessible pour tout le monde. Parce que le sport est un droit, même pour les personnes handicapées, comme vous parlez de handisport. Et je constate également que, d'après le résultat de nos discussions, que le sport, surtout pour les jeunes, devrait être obligatoire. Devrait être obligatoire parce que
ça permet d'avoir la chance d'avoir des athlètes de haut niveau. Et j'ajouterai également que le sport pour les jeunes permet de construire une identité personnelle pour ces enfants-là. Et là, j'ajoute quelque chose, c'est que une fois l'année passée, j'ai été au Japon, j'ai appris que tous les jeunes, on ne peut pas terminer les humanités, l'école secondaire, sans avoir fait au moins un demi-marathon. C'est obligatoire pour tous les jeunes. Donc, c'est-à-dire que le sport est vraiment obligatoire dans ce pays-là. Et comme a dit Lilian, c'est que le sport aussi, on constate que le sport, c'est un travail d'émotion, une façon de vivre, et qu'il est très important, comme le dit Madame Linda, il est très important que l'on puisse aller puiser dans nos traditions pour valoriser le sport traditionnel, car le sport traditionnel véhicule nos valeurs culturelles, de respect de l'autre, de valeurs de solidarité et même de patriotisme. Et en pensant, je vous dis que le comité olympique a récemment travaillé avec un groupe de vieux ici au Rwanda qui a écrit un livre sur les jeux traditionnels où ils ont pu recenser 39 disciplines sportives qui existaient au Rwanda avant la colonisation. Et ce sport a véhiculé les valeurs de socialisation, de solidarité, de patriotisme. Donc, et ça ne demande pas tellement d'infrastructures sportives. Donc, il faut faire en sorte il faut faire tout ce qui est possible pour promouvoir le sport traditionnel. L'autre chose qui est très importante que Lilian Thuram a dit, c'est que l'Afrique, nous devrons essayer de confectionner notre propre modèle de développement du sport. Parce que même quand on parle de sport traditionnel, parce que le sport traditionnel lui-même peut aider à préparer des jeunes athlètes pour le sport de haut niveau. Donc, nous devons avoir notre propre modèle de développement sportif. Et enfin, bien sûr, on n'a pas beaucoup discuté de ça, mais c'est que le sport, on ne peut pas oublier que le sport doit également jouer un rôle important pour le développement économique de nos pays. Parce que pour le moment, le sport, d'ailleurs, ici au Rwanda, le sport est devenu un des secteurs économiques. Le sport n'est plus considéré seulement comme du loisir ou le sport doit jouer un rôle pour le développement de notre pays. Parce que le sport peut être utilisé pour la promotion du tourisme. Il y a un webinaire que nous aurons demain et peut-être vendredi où on pourra voir que le Rwanda est en train d'utiliser le sport pour attirer les grands sportifs. Vous avez pu entendre parler de l'accord du Rwanda avec l'équipe d'Arsenal ou du PSG dans le cadre du programme Visit Rwanda. Donc, c'est que le sport doit aussi jouer un rôle important pour le développement économique de nos pays. Je voudrais sincèrement remercier tous les participants à ce webinaire parce que ça nous a permis de réaliser que le sport de loisir, c'est très important pour nos jeunes, c'est très important pour la cohésion sociale de nos pays et c'est très important aussi pour l'éducation de nos enfants, c'est très important pour le développement économique de nos pays. Je vous remercie. Un grand merci à vous, Valence, pour cette conclusion que vous nous offrez. C'était un webinaire événement exceptionnel. Nous étions à Kigali, Johannesburg, Abidjan, Dakar et Lilian et moi à Paris. Bon, voilà, on ne peut pas être parfait, Lilian. Hein, désolé. On a hâte, on se l'est dit juste avant le début de ce webinaire, nous avons hâte d'être soit à Abidjan, soit à Dakar, soit à Kigali, ou soit à Johannesburg pour retrouver nos amis et retrouver cette ambiance qui nous manque tant puisque nous sommes nous aussi bloqués ici en France et qu'on ne peut pas voyager. N'oubliez pas que vendredi, on se retrouvera à la même heure, c'est-à-dire 15h avec un autre webinaire événement. Je vous montre tout de suite ce dont il s'agit en partageant
l'affiche que nous proposons vendredi. Il s'agit de ce thème, comment rebondir après le Covid-19 pour les partenaires, les détenteurs de droits et les sponsors, avec ce panel extraordinaire. Alors, nous serons à Dakar, Kigali, Johannesburg et New York pour Ramchatou Maïga, qui a décidé de se lever tôt pour participer à cet événement. C'est ce dont nous parlerons vendredi à 15 h. Je vous remercie à vous tous. Merci à vos questions que vous avez posées, mais l'ensemble des conférenciers ont répondu directement dans leurs propos et ont pu apporter des réponses aux questions que vous vous posez. Un grand merci pour ce rendez-vous. Ce fut un énorme plaisir. Un grand merci, Lilian, d'avoir participé à ce moment, cet événement. Aminata Fofana, bientôt, on se retrouve à Abidjan avec grand plaisir. Linda, il faut que je retourne à Johannesburg. Tout à fait, je t'attends. Okay. Je vous attends tous d'ailleurs. Hein? Et Aïcha, il faut vraiment que je vienne manger un tchéboujen à Dakar parce que ça me manque. Voilà. Okay. Vous serez les bienvenus. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci.